Bonsoir. Alors, ce que je vous propose, vous voyez que l'heure un peu tardive fait vous êtes très très peu nombreux. Alors, ce que je vous propose, c'est on va faire un petit échange beaucoup plus simple, beaucoup plus facile avec nos trois intervenants. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que vous vous rapprochiez. Venez ici, ça va être plus simple et vous allez pouvoir. Voilà, on va échanger de manière assez détendue. C'est la fin du salon et. Et Sally, organisatrice du micro, va vous faire un petit speech. Sally. Je suis ravie que vous êtes là et vous êtes très malin d'être là parce que ceci, ça va être le meilleur table ronde de tout le salon. Pourquoi? Parce que moi, j'étais chef de formation d'une grande entreprise, j'avais 3000 enseignants et je sais qu'est-ce que c'est de gérer la formation. Et je commençais à en avoir un peu marre des exposants qui ne nous disaient pas combien ça coûte vraiment. Il y a beaucoup d'entreprises qui essaient d'entamer le digital learning, mais ils ont peur de mordre la balle. Et les trois personnes-là sont des amis à moi qui sont honnêtes, expérimentés, compétents. Et je les ai invités de nous parler de la nouvelle économie de la formation digitale. Parce que ça a changé. On a cru que c'était très cher. En fait, maintenant, vous pouvez faire énormément de choses avec peu de ressources. Et ces trois personnes ici ont tous une expérience très, très riche. Et l'idée, c'est qu'on va faire une conversation avec eux. Et vous, c'est comme Woody Allen. Everything you wanted to know, but you were too afraid to ask. N'ayez plus peur. Hein? Tout ce que vous voulez savoir, mais vous avez trop peur pour demander. Je les ai tous briefés au téléphone le mois passé et ils sont là pour nous aider vraiment à mordre la balle. Voilà. Je passe le micro à Pierre Berthoud, qui est le modérateur. C'est toi la modératrice, Sally. Pierre Berthoud, voilà. La petite histoire, c'est le fondateur d'une première entreprise née en France dans le LMS, le premier LMS français natif. C'est le grand-père du e-learning en France. Grand-père du e-learning. Merci pour ce compliment. Écoutez, ça y est, je suis habillé pour le reste de l'hiver. Mais c'est vrai, j'ai les cheveux gris et il faut le dire. Alors en tout cas, mais merci et merci quand même pour qu'on puisse passer un peu ce moment ensemble, même s'il n'y a pas énormément de monde. Donc on a le plaisir d'accueillir Paul Farnec, est cofondateur de WeUp Learning. Si je pense enseignement MyMOOC, c'est ça? The MOOC Agency. Déjà première erreur. Donc Pascal Faure, qui est associé directeur chez Corda. Absolument. Et puis Yann Tessier, CEO de Eticom. Tout à fait. Voilà. Et bien Yann, je vous propose de commencer. On va commencer, vous êtes le plus loin. Peut-être dire quelques mots sur votre entreprise pour qu'on puisse un peu vous connaître. Bien sûr. Déjà, bonjour à tous, en tout cas ceux qui sont restés. Donc oui, à Eticom, nous on est une société spécialisée dans tout ce qui est digital learning. Là, je vous surprends pas, je pense, en disant ça. Nous, notre activité première, ça va être toute la partie de conseil sur mesure. On accompagne nos clients avec des solutions globales qui vont couvrir différents types de modalités. Finalement, c'est de les accompagner au mieux pour créer la solution ou apporter la solution qui convient le mieux à leurs besoins, tant en tant que finition, en tant que moyen, si c'est de l'e-learning, du serious game, de l'app, etc., que dans la façon de collaborer avec eux, en fonction des ressources qu'ils auront à disposition, pas que financières, mais aussi les ressources humaines qui vont être à disposition pour créer le projet, que bien sûr, le dernier aspect qui n'est pas des moindres, les objectifs derrière de formation. On est une trentaine de personnes basées à Lyon, Paris en France, Genève et Zurich, avec une capacité de production en interne, avec des pôles pédagogiques, design et développement. Voilà, quelques mots. Et Yann, tu sais beaucoup sur le coût des projets. Et je sais beaucoup sur le coût des projets, exactement, oui. On va en parler. Et je suis sûr que Pascal aussi connaît beaucoup de choses sur les coûts des projets. Alors, bonjour, donc Pascal Faure, donc je pilote les activités de Corda. Donc à peu près le même périmètre, on va dire, que mes voisins de gauche et de droite, avec une particularité peut-être aujourd'hui par rapport aux confrères que j'ai pu croiser aujourd'hui, c'est que nous ne travaillons pas avec des outils auteurs. Je crois que c'est le cas aussi de ton cas. Et surtout, on est exclusivement dans les grandes entreprises, les grands comptes. Donc les discours, les points de vue que je vais vous proposer aujourd'hui par rapport à vos questions, gardez quand même un mindset que c'est du sur-mesure, 100% sur-mesure, dans des grandes entreprises à l'international.
Voilà, ça peut être parfois décalé avec une réalité sur des ETI ou d'autres types de projets. Donc on est sur un marché qui est quand même spécifique sur ce point-là. Donc l'équipe de Corda, c'est une 50aine de personnes. On travaille avec tous les profils digitaux que vous connaissez, UX designer, développeur full stack. On fait l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet digital learning. Et puis, ce que je peux dire, c'est que sur la partie expertise, on a l'expertise management et leadership. C'est une particularité aussi de l'entreprise qui balaye des soft skills aussi par rapport au contenu métier. Voilà, je laisse ma... Et WeUp Learning, donc, qui est également sur les métiers de conseil et de réalisation de parcours digital learning. Donc nous, on a une 40aine de personnes et on accompagne beaucoup soit de grandes entreprises, mais aussi beaucoup d'écoles et d'organismes de formation qui se lancent dans la transformation digitale de leur activité. Donc un peu comme mes confrères, on assure la partie ingénierie pédagogique, puis réalisation des supports et effectivement sur les coûts, parce qu'on va parler forcément de l'économie et des coûts, des temps de création de ces dispositifs. On a l'habitude de travailler sur des projets qui peuvent aller, on va dire, du simple au double en termes de budget pour un temps apprenant donné et du simple au double en termes de planning de réalisation. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est que forcément, on va pas pouvoir indiquer un prix unique par temps de digital learning créé, mais on a l'habitude de pouvoir s'adapter en fonction des demandes clients et des supports qui sont à créer. Donc dans les problématiques d'économie du digital learning, il y a forcément un temps de cadrage et d'adaptation de ce qu'on peut faire avec le budget du client et de bien voir où on va mettre les ressources en termes de création de contenu, LMS, diffusion, matériel, etc. pour que dans le budget du client, tout soit bien prévu et que au final, on ait un parcours qui corresponde bien aux besoins et au public qui est ciblé. Et comment, enfin, on peut peut-être, si on aborde un peu le sujet du coût, finalement, dans les projets que vous mettez en œuvre, comment se décompose le coût finalement? On parle il y a du LMS, il y a du contenu, il y a de l'ingénierie, il y a de l'accompagnement. Comment finalement, pardon? Et la traduction, il peut y avoir des problématiques de traduction quand on est à l'international. Comment, c'est quoi finalement alors, je ne sais pas si on parle de centre de coût, mais les grandes tendances? Moi, j'ai l'habitude de dire à nos clients que déjà le coût du LMS doit pas dépasser 10% du coût total du projet. Je ne sais pas si c'est un peu le cas. Bon, on fait beaucoup de contenu sur mesure, mais donc c'est vrai que la partie LMS, comme aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de solutions existantes, dont de l'open source, dont des solutions quand même qui deviennent assez compétitives. Mon avis serait de dire que ça doit rarement dépasser 10% du coût du projet. Et après, le reste, c'est le contenu. Mais alors là, c'est vrai qu'entre de la réalité virtuelle, qui aujourd'hui est par exemple le format qui pour nous est le plus cher à créer, ou de l'e-learning classique sous Articulate, effectivement, voilà, ça va du simple au quintuple, je dirais. Donc c'est ça qu'il faut déterminer, voilà, quel type de support est à créer. Bon, alors pour ma part, je me suis engagé auprès de Céline à un discours très franc, transparent. Donc moi, je vais plutôt parler des évolutions des demandes clients depuis quelques années. Bon, comme vous pouvez le voir, ma capillosité, j'ai quelques années dans le marché du e-learning. Et il y a une époque où les modules de e-learning étaient faits à 2-3 personnes. Aujourd'hui, c'est quand même une industrie qui s'est très complexifiée, comme le jeu vidéo, comme le cinéma. Donc aujourd'hui, le nombre d'intervenants sur un module e-learning a explosé. On est à 10 ou 12 personnes, s'il y a de la vidéo interactive, s'il y a du son, s'il y a de la traduction. Donc les coûts sont un peu enflammés. Et ce que je constate aujourd'hui depuis 2 ans, c'est que la demande des clients dans les cahiers des charges sont quand même un peu décalés avec la réalité. C'est-à-dire, vous infirmerez ou confirmerez mes propos, mais on a des cahiers des charges où pour le même budget, il faut qu'il soit responsive, qu'il se marche sur tous les smartphones, tablettes, ordinateurs, accessoirement qu'on puisse le mettre à jour, et en plus que ça soit à l'international. Donc, sur des budgets qui ont peu évolué. Donc, je m'étais engagé à donner quelques fourchettes de pricing. Aujourd'hui, les clients ont un budget sur ces types de modules de 45 minutes, on va dire, qui varie entre 50 et 80 000 euros. Et me semble-t-il, si on respecte la vraie demande du client,
je pense qu'on devrait être normalement sur des productions de 80 à 100 000 euros. Donc le message que j'adresse aux clients aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, j'espère, c'est de revisiter, rechallenger un petit peu les stratégies de formation et de prendre en compte que la demande digitale a évolué, s'est complexifié et que des budgets doivent être adaptés à leurs demandes. Sinon, les cahiers des charges ne sont pas réalisables. Voilà. Oui, je vais complètement dans ce sens-là. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de responsive et il y a une différence entre faire du web, faire un site web qui est responsive et faire un module e-learning qui est responsive ou autre. Module e-learning, on va dire que c'est le produit basique. Mais je pense qu'il y a cette différence-là. Faire un site web et de le rendre responsive, c'est assez simple. Et si vous allez voir une agence web, il n'y a pas une énorme différence de coût pour pouvoir le porter sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. C'est bien différent de l'e-learning. Pourquoi ? Parce que les logiciels auteurs aujourd'hui, même s'ils se disent responsive, ne le sont pas. Si vous prenez du Storyline ou du Captivate ou d'autres, je n'ai pas non plus la connaissance parfaite de tous les logiciels auteurs du marché, mais à notre connaissance, la plupart du temps, ils n'y sont pas. Ça demande de quand même travailler sur du spécifique. Donc, on va faire une version pour ordinateur. Tablette, c'est souvent sur les mêmes résolutions, donc on arrive à le tenir. Et dès qu'on passe sur smartphone, là, on repart quasiment, pas de from scratch, mais on a pas mal de travail. Donc, du coup, on se retrouve à multiplier le prix. De dire en effet 50 000 euros. On va dire que la moyenne en durée, c'est 20 minutes, 15-20 minutes aujourd'hui, un module e-learning, toujours, hein, pour pas aller sur d'autres types de modalités, mais 15-20 minutes, c'est vrai que si on le portait jusqu'à maintenant sur ordinateur, tablette, on était entre 20 et 30 000 euros pour quelque chose d'abouti avec la scénarisation, un peu storytelling, etc. Pas du rapid learning qui serait plutôt plus bas de gamme, je dirais, en termes de prix. Si on fait sur smartphone, vous allez vite passer dans la tranche des 50 000 parce qu'il faudra le porter là-dessus. Donc c'est vrai que c'est une des questions à vous poser. Est-ce que votre cible, c'est sûr qu'on se dit toujours, on en veut le plus pour le projet qu'on veut faire. On veut déployer un module de formation et on aimerait que les personnes puissent l'utiliser sur ordinateur, tablette, smartphone. Ça, c'est le plus. Maintenant, est-ce que c'est vraiment indispensable ? C'est une des questions que je vous invite à vous poser. Quelle est ma cible ? Est-ce que vraiment ils vont l'utiliser sur smartphone ou finalement ça va faire gadget et puis le contenu ne sera pas adapté même dans la lecture ? Parce que porter un contenu e-learning sur smartphone, juste en le déclinant, c'est pas forcément bon pédagogiquement parlant non plus. Parce qu'on ne va pas apprendre pareil. Le smartphone, on va peut-être l'utiliser en déplacement. Donc la rétention de l'information se fera différemment. Ce ne sera peut-être pas les mêmes moyens. Et ce n'est peut-être pas la solution qui sera adéquate de prendre le module e-learning et de le décliner en smartphone. Si on le pense en smartphone, oui. Après de la déclinaison, j'émets quand même la question. En tout cas, la question doit se poser. Et puis après, le déploiement international rentre aussi là-dessus. Quelles sont les langues ? Un des coûts qui est important, on fait beaucoup, pour nos clients, on travaille aussi beaucoup avec des grands comptes, des sociétés où on va les accompagner sur 20-25 langues. 20-25 langues, alors, si on prend un module e-learning à, on va dire 30 000 euros, bien sûr, ce n'est pas 30 000 euros pour refaire une seconde langue. Vous allez être, avec les coûts de traduction, aller en 3 000, 5 000, mais 3 000 à 5 000 multiplié par 20 langues, faites le calcul, ça fait vous enfler largement le budget. Pour des sociétés qui ont besoin de faire ça, ça va. Maintenant, mettez aussi dans l'équation la sonorisation. Ça, c'est un des coûts qui est vite important, surtout si vous voulez le porter à l'international à la suite, dans différentes langues, etc. Le coût de sonorisation, c'est soit on sous-titre, soit on enregistre pour chacune des langues. Et là, on augmente largement les coûts. Peut-être, Paul, vous peut-être rajouter quelque chose, parce que notamment vous aviez exprimé le fait qu'il y a peut-être aussi une capacité. Est-ce que c'est quoi votre capacité aussi à vous adapter au budget de vos clients ? Parce que ce que vous dites, oui, bon, le client, il veut toujours plus, c'est normal. On est tous un peu pareil. Tout à fait. Alors moi, je voulais vous partager un retour d'expérience qu'on a eu avec SNCF. Donc, on travaille avec SNCF depuis un peu plus de 2 ans et on les accompagne dans de la transformation digitale de parcours d'intégration pour différentes populations qui sont des parcours assez longs. Donc, en fait, on a réfléchi avec eux et on a fait une mission au début pour cadrer un petit peu les projets qui consistait à réfléchir à
en fonction de telle ou telle population et de tel ou tel contenu, est-ce que c'est pertinent de digitaliser ou est-ce que c'est pas pertinent de digitaliser? Donc, je vais essayer de vous refaire un petit peu les calculs et les formules magiques qu'on a mis en place pour savoir comment on a fait ces choix. Pour digitaliser, un jour de formation. La question initiale, c'était, voilà, j'ai une population qui suit une formation en présentiel de 1 jour. Est-ce que c'est pertinent de la digitaliser ou pas? Donc, 1 jour de formation en présentiel qui fait 7 heures. En digital, évidemment, ça va être plus court. Nous, en moyenne, on divise par 2,5, 3 quand on passe du présentiel au digital. Voilà, je ne sais pas si c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, en gros... Oui. En gros, ça veut dire qu'une journée de présentiel, ça va correspondre peut-être à 2h30 de contenu digital learning. Évidemment, ce n'est pas 2h30 non-stop. Ça va être plutôt des modules. Effectivement, nous, on est sur des modules de 15-20 minutes de moyenne. Donc, ça va être peut-être 15 modules de 15 minutes en moyenne. Et ce module de 15 minutes, on est capable de le créer pour... alors nous, ça va de 2 000 € pour un truc effectivement très optimisé et basique jusqu'à 5 000 € pour 10 000 € pour quelque chose de beaucoup plus évolué. Mais voilà, ça peut aller, on va dire, de 2 000 à 5 000 en moyenne pour créer ces 10-15 minutes de contenu digital learning. Donc, pour créer une journée complète, ça va être des budgets qui peuvent aller de, on va dire, 30 000 à 60-70 000 pour des formats beaucoup plus évolués. Et donc, ça devient intéressant quand on dépasse une population qui suit ces contenus d'environ, je crois qu'on était tombé à 60-70 personnes sur la durée de vie de ces contenus, qui est de au moins 3 ans chez SNCF. Donc on est arrivé à une conclusion où on a identifié avec SNCF des formations qui étaient suivies par plus de 70 personnes sur une période de 3 ans et qui donc étaient intéressantes à digitaliser en format optimisé ou en format haut de gamme, entre guillemets. Enfin, c'était du coup 70 personnes pour du format optimisé et plutôt 150 personnes pour du format haut de gamme. Donc vous voyez, on avait une sorte de tableau disant, voilà, on peut faire à partir de 70 personnes suivant cette formation-là, c'est pertinent de la digitaliser en optimisé ou c'est pertinent de la digitaliser en haut de gamme à partir de 150 personnes. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais on avait donc identifié un petit tableau comme ça, des contenus pertinent à digitaliser en fonctionnant par journée de formation. On a fait une présentation, enfin on a formalisé une reco avec ça, oui. Enfin on a formalisé un tableau. Oui, je peux te l'envoyer. Ouais, ça marche. Ça vous intéresse? Ok. Bon voilà, vous saurez le tableau. Là je l'ai pas, mais oui, je te l'enverrai après la conférence. Ça. Ok, ça marche. Donc voilà, c'était notre retour d'expérience à SNCF. Ouais. Alors je reviens un peu sur la notion de cahier des charges dont vous avez un petit peu parlé. Alors, moi j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais que de plus en plus, dans beaucoup d'entreprises, le métier s'empare du sujet de la formation, notamment du sujet de la formation digitale. Les métiers, ça peut être, je sais pas, des gens en production, ça peut être des gens du commercial. Et quelque part, on vient, alors c'est pas systématique, mais on vient quelquefois un peu chanter des gens un peu plus experts qui étaient dans les services RH, dans les services formation. Et est-ce qu'il n'y a pas pour sortir aussi un peu de cette espèce de cahier des charges où on sait à peu près comment ça se passe. Hein. Quelquefois, on met un stagiaire qui va prendre tous les cahiers des charges qu'il a trouvés sur le marché, il va prendre toutes les fonctionnalités les plus compliquées en se disant, de toute façon, plus j'en mets, finalement... Plus finalement je suis tranquille, quoi, et puis je ne ferai pas d'erreur. Et finalement, on enferme le projet dans quelque chose qui est souvent un peu ridicule, parce qu'on passe quelquefois à côté des bons sujets, justement, de l'usage, de tout un tas du AOI, de tout un tas de choses qui passent à l'as, parce que c'est un peu moins formalisable. Est-ce qu'il n'y a pas finalement des méthodes de gestion de projet un peu différentes à essayer alors, en communiquant bien et en étant pédagogique avec le client pour travailler autrement sur ces sujets qui sont quand même qui doivent générer beaucoup d'agilité, beaucoup d'interaction? Bon, là vous m'ouvrez la porte sur les méthodes agiles, donc je n'irai pas tout de suite. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, quand même, il faut revisiter l'ensemble de la chaîne de valeur des projets de formation en entreprise, du cahier des charges au delivery. C'est-à-dire que le process qui nous, prestataires, on reçoit un cahier des charges.
plus ou moins, on va dire, simple, compliqué, entre 10 et des fois 80 pages. Et puis, il faut faire une soutenance, enfin, il faut faire une propale. Ensuite, il faut faire une soutenance. Après, il y a une négo. Et dans un monde où il faut être réactif, je pense que la façon de choisir ses prestataires, ses partenaires, le mot est parfois un peu galvaudé, doit changer. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce process très très long pour pouvoir délivrer les formations de façon beaucoup plus rapide. Donc ça commence effectivement au cahier des charges, et vous parliez des métiers. Bah oui, effectivement, les métiers sont sollicités à un moment donné de l'année, le fameux plan de formation en entreprise, mais après il se passe vraiment beaucoup de temps avant d'arriver au choix du prestat, de la mise en œuvre. Donc globalement, je pense qu'on est un des seuls métiers, me semble-t-il, où on n'arrive pas à faire des contrats cadres, on arrive un peu à les faire avec des prix jours, mais des contrats de volume, des engagements de volume. Tous les marchés du monde entier, dans toutes les boîtes, créent des contrats pour qu'on n'ait pas à chaque fois à rechercher le prestat, etc., d'avoir un panel d'experts qui soit approprié. Donc il faut vraiment que les services formation se professionnalisent dans le domaine et aient des contrats d'engagement de volume où chacun d'entre nous, on va se spécialiser, ça va fluidifier la production, on sera peut-être certainement plus pertinent en termes de contenu, parce qu'on fera de la veille, parce qu'on on survolera moins les projets. Voilà, je pense que c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui qui doit être visité. J'ajoute quand même un point, c'est que pour diminuer le coût des modules e-learning, à partir du moment que nous, prestataires, nous, patrons d'entreprise, on a une visibilité sur du cash flow, qu'on passe moins de temps à aller chercher le business, à faire des propals, etc., et nos prix jours, ils vont peut-être descendre un petit peu, et peut-être que tout le monde sera certainement content. Oui, ça serait je pense un très bel objectif qu'on puisse avoir pour l'économie. Et c'est vrai que c'est le contrat cadre, on le retrouve très peu dans notre industrie. Je pense que ça vient aussi de la maturité du digital learning. Alors, vous êtes sur un salon qui, pour ceux qui ont pu le visiter sur les années précédentes, qui le voient en évolution. En tout cas, personnellement, pour voir ce salon depuis de nombreuses années, et puis au début avec Saïli, on voit quand même qu'il y a une maturité qui est de plus en plus présente. Maintenant, en effet, la problématique qu'on peut avoir, et c'est bien qu'on puisse vous communiquer aussi, c'est que nous, en tant que Presta, c'est vrai que quand on reçoit un cahier des charges, faut pas oublier que vous qui sollicitez plusieurs prestats, vous faites travailler des prestataires sur des propals qui demandent des fois des traits très très poussés pour pouvoir sélectionner. Vous voulez choisir le bon prestataire, et ça bien sûr on le comprend, mais il n'y a rien de plus frustrant de se rendre compte que finalement le besoin n'était pas si abouti que ça, et qu'en fait il y a eu 5-6 prestats qui ont travaillé. Il faut savoir que nous, quand on travaille sur une presta, sur une propale, ça va être 3-4 jours hommes qu'on fait. Bien sûr, ça vient dans l'effort commercial, mais c'est 3-4 jours hommes. Donc c'est pas juste... Il y a dans d'autres industries où on fait un devis, c'est le commercial qui fait, et puis qui vous dit, par exemple, si on fait de la plateforme, ça sera en effet beaucoup plus simple. Combien d'apprenants vous avez, combien de trucs, et puis j'arrive à vous donner rapidement un prix. Quand on est sur mesure, c'est une autre industrie. Donc voilà, c'est aussi important que nous, on puisse vous communiquer ces choses-là. Après, comment on peut résoudre ce type de problème-là, pour revenir à la première question sur les méthodologies, c'est aussi à nous, prestataires, de vous accompagner pour choisir les bonnes choses. Est-ce qu'on met du responsive? Est-ce qu'on veut amener telle ou telle fonctionnalité? Est-ce que c'est important ou pas? Je pense que c'est un rôle de conseil qu'on a, qu'on accompagne à dire, voilà, n'hésitez pas à nous... En fait, je voudrais dire, n'hésitez pas à nous solliciter bien en amont pour aussi construire le cahier des charges avec vous. Alors, c'est pas forcément se dire on construit avec vous, donc on est sûr d'être gagnant derrière. Ça serait l'effet un peu pervers. Mais déjà de construire avec un prestataire pour finalement challenger un peu votre besoin. Ça, c'est des choses que, en tout cas chez ITCOM, on le fait, et je pense que mes confrères le font aussi. Je veux te rejoindre, Yann. Quand la seule chose que vous avez dans la main est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. C'est des bons prestataires. Il ne faut pas aller les voir et dire, voilà, ça c'est mon problème. Et en fait, le problème que vous décrivez, c'est une solution préconçue. Il faut les écouter. Et effectivement, ensemble, déterminer quel est le vrai problème qu'on veut traiter. Parce que peut-être la formation n'est pas la réponse, d'ailleurs. C'est possible. Hein. Donc, identifier le vrai problème et ensuite la gamme de solutions et puis la meilleure solution.
mais éviter effectivement l'effet qui vient parfois avec les technocrates, hein, qu'ils ont un marteau dans la main et vous semblez un clou. Voilà. Merci. Peut-être que je vois que l'heure tourne, avant que tous les stands soient démontés, il y a peut-être une ou deux questions avant de conclure ce moment. Il y a certainement des questions, c'est des sujets passionnants. J'y vais. Qu'est-ce que ça veut dire propal? Ah oui, proposition commerciale. C'est vrai que ça, c'est du jargon interne. Alors, je voudrais ajouter quelque chose sur les coûts. Et là, ça peut peut-être intéresser des gens aussi. C'est que le métier, je disais tout à l'heure, il s'est complexifié. Et puis, on voit des nouveaux profils que l'on retrouve dans d'autres métiers. On parlait du web tout à l'heure, ou d'autres, les UX designers, les développeurs full stack. Donc, c'est des ressources qui se raréfient, voire sont très difficiles à trouver. Et en plus, les salaires, si vous avez un profil où il y a un X dedans, tout de suite, la fourchette, elle augmente. Donc nous, prestataires, on s'aligne parce qu'il nous faut ces profils, ces ressources. Alors donc, en tant que prestataire, vous avez trois choix. Soit vous êtes dans une stratégie d'employer des gens, d'avoir des salariés, des CDI. Soit vous faites appel à des freelances, soit vous externalisez. Donc, c'est une vraie... et nos clients ne nous posent pas cette question-là. C'est très... On dit, oh, vous êtes cher, vous êtes toujours les plus chers du marché. Bon, ok. Cher par rapport à qui, par rapport à quoi? Et on nous challenge pas pour les raisons du prix jour. Un prix jour, il se calcule, il y a une rentabilité, etc. Donc il y a des profils aujourd'hui dans les modules e-learning. Si on veut faire des choses sur une échelle internationale, sur du mobile, sur de la tablette, ben, c'est des développeurs qui sont rares et donc qui sont assez chers. Et ça a une incidence aussi sur les coûts des projets, voilà, des modules. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, hein. Ça c'est... Je veux dire merci à ces trois personnages exceptionnels. Beaucoup de gens sont déjà partis, mais vous êtes là. Dites à vos collègues, on a filmé cette séance. Je pense que c'est une des plus importantes qu'on a jamais fait en 20 ans. Et je veux dire, merci. Dites à vos collègues, on va le retrouver sur le site web. Parce que les informations qui étaient données là, vous n'avez jamais entendu ailleurs, franchement. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais merci Sally, merci à vous. Et puis merci d'être resté, d'avoir écouté avec attention nos intervenants. Et bonne fin de salon, s'il reste encore un peu de vite à voir. Merci. Merci. Merci.